Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Vous faites peut-être partie de ceux qui pensent que pour créer un site internet, il faut absolument faire appel à un développeur et il faut donc investir de l'argent. Et pour cette raison, vous retardez le moment de vous lancer. Et pourtant, il y a Squarespace. Squarespace, c'est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et de réussir en ligne, et ce, quelle que soit leur activité. Vous partez d'un template de site web que vous personnalisez en quelques clics grâce à un éditeur ultra intuitif, même pour les non-techniciens comme moi. En quelques heures et sans avoir à taper une ligne de code, vous avez créé un site web beau, design et ultra professionnel. Grâce à Squarespace, vous avez tout de suite une légitimité sur le web. Il existe des templates vraiment pour tous les types de projets, que ce soit pour un site de vente de produits en ligne grâce à la fonctionnalité de paiement intégrée, de formation en ligne grâce à l'intégration de vidéos derrière un paywall, un site de vente de coaching avec la fonction prise de rendez-vous intégrée, ou encore un blog, un portfolio, un site pour votre podcast avec la possibilité d'intégrer des audios. Squarespace, ce n'est pas seulement un éditeur de site web pour ceux qui ne savent pas coder. Squarespace, c'est aussi une plateforme tout en un parce qu'en plus de créer votre site internet, vous avez aussi accès à tous les outils pour attirer vos clients, comme l'outil SEO intégré qui va vous permettre d'être bien référencé sur Google sans être un pro du métier, ou encore à l'outil email pour créer votre newsletter et communiquer avec vos clients. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer. Transformez votre passion en business, vous me remercierez plus tard. Concrétisez votre projet sur www.squarespace.com/OLR10, Squarespace, SQUARESPACE.com/OLR10 pour essayer gratuitement Squarespace pendant 14 jours. Et ensuite, vous économisez 10% avec le code OLR10 sur votre première commande de site web ou de domaine. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, squarespace.com/OLR10. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Valentine. Après avoir été ingénieure pour les cosmétiques LVMH, Valentine est devenue créatrice de contenu couture et do-it-yourself. Elle est suivie par plus de 167 000 abonnés sur les réseaux sous le pseudo Happy as a Bee. Après une école d'ingénieur, Valentine devient ingénieure cosmétique chez LVMH. C'est elle qui est en charge d'analyser et d'approuver les statistiques indiquées sur les produits, type 70% des femmes se trouvent moins ridées après utilisation. C'est au cours d'un brunch que les amis de Valentine l'encouragent à lancer son blog couture. Le lendemain, c'est chose faite et Valentine se prend au jeu. Aujourd'hui, Valentine est créatrice de contenu couture et do-it-yourself à temps plein sous le pseudo Happy as a Bee. Elle partage à plus de 167 000 abonnés ses do-it-yourself, des tutos couture et des activités pour enfants. Alors avec Valentine, on a évoqué sa carrière d'ingénieure, son quotidien chez LVMH, comment elle a lancé son blog couture, comment ses réseaux ont explosé au moment du Covid, ses sources d'inspiration, les collaborations avec les marques et comment gagner sa vie dans un secteur aussi concurrentiel. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Valentine. Bonjour Valentine, bienvenue dans Oser la reconversion. Salut Claire, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter, peut-être nous donner ton âge ou environ, si tu as des enfants, où tu habites et surtout ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants, Anatole 5 ans et Augustine qui a 3 mois, qui aura 3 mois dans quelques jours. Et actuellement, j'habite à Dijon, ville de je suis originaire, où j'ai fait mes études et j'ai complètement changé de métier puisque actuellement, je suis créatrice de contenu. Donc, tu es créatrice de contenu sous le pseudo Happy as a Bee et tu fais de la couture, des do-it-yourself et c'était vraiment une totale reconversion parce que tu as commencé comme ingénieur. Donc, c'était beaucoup plus sérieux et beaucoup plus aussi masculin un petit peu, si on est un petit peu genré, j'ai envie de dire. C'est un monde quand même plus masculin. Il y a peu de femmes ingénieures, non? Alors, moi, j'étais ingénieure en agroalimentaire et j'ai travaillé en cosmétique et en pharmaceutique. Donc, c'était un milieu très, très féminin et pas côtoyé de milieu particulièrement masculin. Mais malgré tout, c'est vrai que ça change énormément par rapport à ce que je faisais à la base. Et alors, comment tu t'es orientée vers une école d'ingénieur?
Alors ça s'est fait, petit à petit. Moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, étant petite, donc j'ai me débrouillais correctement à l'école. J'étais dans un lycée qui était, très scientifique et qui poussait les personnes à faire, plutôt des sciences. Moi, j'ai toujours aimé énormément la biologie, la SVT et donc quand on s'est posé la question de que faire après, le bac, j'ai finalement fait une fac de biologie pendant 2 ans et ne voyant pas trop de débouchés sur des métiers, qui m'intéressaient et qui me plaisaient, on m'a proposé de faire un POU pour rentrer dans une école d'ingénieurs. Donc c'était un concours parallèle, c'est-à-dire que les personnes de mon école venaient principalement de prépa. C'était le parcours, classique, mais il y avait des places réservées aux personnes venant des UT ou des facs et je me suis dit que ça pouvait être chouette. En plus, c'était une école d'ingénieurs qui était, sur Dijon, d'où j'étais originaire, donc j'avais rencontré des professeurs, de l'école où c'était à peu près sûr que le contenu des cours me plairait. Et donc je me suis lancée et j'ai eu le concours. Donc, tu étais plutôt scientifique. J'ai toujours aimé énormément la création et les sciences. J'ai jamais vraiment su, ce qui me plaisait. Enfin voilà, j'étais en bac S, mais j'étais en option art plastique, donc j'avais toujours eu cette ambivalence, chez moi. Mais forcément, mes parents avaient tendance c'est un peu plus rassurant quand son enfant se lance dans des études scientifiques que dans des études artistiques et donc le discours de mes parents, c'était qu'il fallait que j'ai un métier qui me laisse pas mal de temps libre pour mes passions, mais qui me fasse manger tous les jours et qu'il valait mieux que je m'oriente, vers, quelque chose de scientifique. Comme moi, ça me déplaisait pas, hein, ils m'auraient pas forcé si c'était un non, catégorique, mais comme j'aimais et aussi énormément la bio, j'ai dit: «OK, allons, vers un métier scientifique». Et alors, tu as travaillé comme ingénieur chez LVMH à Paris. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton quotidien? Parce que c'est une boîte qui fait rêver. Alors, est-ce que le quotidien, ça fait autant rêver? Moi, j'ai un très bon souvenir de cette expérience. Après, il faut dire que le service, était, mis en demeure pour risques psychosociaux. Mais alors moi, je devais vivre dans ma bulle. Je suis quelqu'un d'assez optimiste et positif et donc moi, j'ai de très bons souvenirs de LVMH. En fait, j'ai eu la chance, j'ai postulé un peu par hasard à un stage de fin d'études, sur place. J'ai eu la chance d'être prise alors que je venais d'une école mon école d'ingénieur est pas mauvaise, mais elle était pas non plus, excellente. Parfois, il faut avoir un peu de chance et être là au bon moment aussi et donc j'ai eu ce stage de fin d'année. Dès que je suis arrivée le premier jour, on m'a dit: «Tu ne resteras pas, il y a aucune stagiaire qui est restée depuis 10 ans» et ben, il y a une fille qui a démissionné et finalement, j'ai pu prendre son poste. Donc c'est pareil, c'est le genre de truc, parfois on a l'impression que c'est impossible et puis finalement, tout s'ouvre. Je veux dire, les étoiles s'alignent. Et alors, comment ça se passait? Quel était ton quotidien? Qu'est-ce que tu faisais chez LVMH? Alors moi, j'étais ingénieure, recherche, donc en recherche et développement et j'étais dans la partie, consumer intelligence et c'était pour voir, la perception des produits par les consommateurs, l'efficacité des produits et en fait, j'étais dans l'équipe qui était en charge, de toutes les allégations. 80 des femmes ont trouvé leur peau plus douce après l'utilisation de tel produit, ce genre de choses. Donc il y avait des questionnaires, clients qui permettaient de faire ces pourcentages. Il y avait aussi des tests, pour voir, l'efficacité sur la peau, en prenant des photos avant-après, enfin voilà, ce genre de choses. Le quotidien était plutôt doux parce qu'on était un bon groupe à bien s'entendre. Comme je te disais, c'était mis en demeure pour risques psychosociaux, mais moi vraiment et les personnes de qui j'étais proche, on n'avait aucun souci. Il y avait une manager qui était un peu pas terrible, mais je n'avais rien à faire avec elle donc de mon côté, j'ai un excellent souvenir et il y avait quand même un peu ce côté créatif qui me plaisait parce que c'était des produits assez sympas et créatifs, quoi. On était quand même en lien avec le marketing qui essayait de mettre de mettre en place des nouvelles choses, pour la communication d'un produit. Donc ils étaient toujours ouverts, à la créativité, même en termes de tests, en fait. Et j'imagine que tu avais pas mal d'avantages aussi. Oui. Et c'est pour ça que le service était assez vieillissant parce qu'il y a tellement d'avantages chez LVMH que c'est vrai que c'est un peu difficile d'en partir. Alors déjà, bon, la rémunération était tout à fait correcte. Il y a des 13e mois qui sont assez, intéressants et moi, ce qui m'a surtout plu puisque j'étais jeune, c'était, toutes les ventes au personnel, en fait, parce que j'ai encore plein de paires de chaussures Louis Vuitton dans mon placard que j'ai payé le prix d'une paire de chaussures Minelli et qui sont magnifiques et je m'achèterais peut-être pas ça maintenant et j'étais super contente de pouvoir me les offrir, surtout à 25 ans. Oui, parce que je me rappelle, j'ai fait un stage aussi chez L'Oréal et il y avait un petit peu le même fonctionnement. On avait tous les produits à moins 50%, je crois.
Et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques, L'Oréal, on se rend pas Oui, forcément oui, compte. il y a Estée Lauder, il y a oui, ouais. Ouais et puis, c'était, assez sympa parce qu'en fait, tous les vendredis, il y avait, ta commande qui était livrée au local, du personnel et donc tu voyais tout le monde aller chercher son petit colis, du vendredi et donc c'est des bons souvenirs. Bah, clairement oui, en plus, moi j'étais dans le service qui testait les produits aussi en amont et qui donnait le retour, à la R&D donc de temps en temps, quand j'avais un peu de temps libre le vendredi après-midi, je descendais tester un nouveau vernis à ongles, il fallait que je donne mon avis. Enfin, c'était quand même, plutôt cool et sympa et c'est vrai que tous les produits cosmétiques, bah, clairement j'ai appris à me maquiller là-bas. Avant je ne savais pas. Moi j'ai des très bons souvenirs de cette période-là. Et tu as déjà vécu des situations un peu de conflit où on te force à mettre un peu, par exemple, des super bons résultats alors que toi, tu trouves qu'il y en a pas forcément? Ah non, chez LVMH, j'ai jamais eu ce problème. J'ai déjà eu ce problème dans une autre entreprise, un peu en pharmaceutique. Alors c'était pas vraiment on va pas forcer à mettre des résultats, mais quand on fait des stats, on peut faire un peu tout dire ce qu'on veut aux chiffres en fonction de comment on tourne la question, de quel patient on met dans l'analyse aussi ou quel client et donc voilà, j'ai déjà eu, une fois quelque chose un peu borderline comme ça, mais chez LVMH, jamais, eu de souci. C'était vraiment, ils étaient clean, à ce niveau-là. Et donc tu as travaillé, chez LVMH à Paris et ensuite en recherche clinique à Dijon. Comment tu as décidé de quitter Paris? Tout simplement parce que j'ai cherché à acheter un appartement et que je visitais, des cages à poules et je me suis dit: «Non, je me vois pas vivre encore, sur Paris», j'aimais beaucoup ma vie sur Paris, mais je me voyais pas vivre encore, longtemps sur Paris. En plus, à ce moment-là, j'ai perdu mon grand-père, rien de bien grave, l'ordre des choses, de la vie de quelqu'un, mais je me suis dit: «Après tout, je suis très proche de ma grand-mère, j'ai envie de passer du temps avec elle et c'est une personne assez importante dans ma vie, c'est elle qui m'a appris à coudre, je passais tous mes week-ends chez eux» et je me suis dit: «Non, j'ai pas envie de passer mon temps à ne pas les voir. Si je trouve un emploi sur Dijon qui me font bien et bien, dans ce cas-là, je quitterai Paris puis j'irai de nouveau sur Dijon» et l'opportunité s'est présentée. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce que tu as d'abord lancé, ton blog de couture? En même temps, tu en avais déjà un petit peu marre de ton travail? Ça a été quoi la chronologie? C'est un peu ça, en fait, quand je suis arrivée sur Dijon, je me suis retrouvée dans une entreprise qui faisait vraiment que des stats en pharmaceutique. Puis alors des stats purs et durs, enfin, autant chez LVMH, c'était un peu Piou les petits oiseaux, c'était assez sympa. C'était des choses que je maîtrisais totalement. Je suis arrivée dans une boîte où je me retrouvais à faire de la programmation informatique. C'était beaucoup plus scientifique, beaucoup plus carré parce que l'étude clinique pharmaceutique, derrière, il y a la santé des gens qui est mis, en risque. Donc enfin, voilà, c'est quand même beaucoup plus, suivi. C'est moins fun quoi, tu avais moins le fun de Clairement, beaucoup moins fun, j'allais pas me mettre du vernis à ongles, on n'allait pas tester, des médicaments. Enfin voilà, c'était beaucoup moins drôle et je me suis retrouvée un peu enfermée dans un métier, très scientifique et ça me convenait plus à 100 enfin, je m'ennuyais, clairement le soir et à ce moment-là, mes parents m'ont offert ma première machine à coudre à Noël et j'avais aussi plus de place puisqu'à Dijon, c'est plus facile d'avoir un espace dédié à la couture alors qu'à Paris, c'était un petit peu compliqué et ça a été un peu le déclic pour me mettre à créer et c'est suite à ça que j'ai créé mon blog. et alors c'est marrant parce que, j'ai vu dans une interview que tu avais donnée que, tu as lancé ton blog suite aux recommandations de tes copines. Oui. Bah, c'est mes copines d'école d'ingénieurs, j'avais fait un brunch, à la maison et j'avais toutes, mes copines, enfin mes copines et copains d'école d'ingénieurs qui étaient là et puis j'avais décoré la table joliment parce que moi j'ai toujours aimé faire des petits trucs, avec 3 fois rien. J'aime bien, utiliser des bouts de papier qui restent, des bouts de tissu, faire une jolie table, faire de la déco et ils m'ont dit: «Mais Valentine, il faudrait vraiment que tu lances un blog, pour partager tes idées, à tout le monde». Et j'y avais déjà pensé dans ma tête, mais j'osais pas forcément me lancer et le fait qu'ils me le disent, en fait, ça m'a poussée à me lancer. Alors il y a toujours des personnes qui sont là un peu pour dire: «C'est trop tard, il y a déjà beaucoup trop de monde», et moi-même, une part de moi-même pensait ça en me disant: «Bon, je pense pas que ça fonctionnera, mais peut-être que ça me permettra, d'avoir, des produits gratuits, des tissus gratuits ou des choses comme ça». J'y ai Quand j'ai créé le blog, j'ai pas du tout pensé à gagner ma vie. Enfin, je pensais pas que ça serait possible pour moi, mais je pensais que, ça me permettrait peut-être d'avoir 2-3 avantages et surtout, d'échanger, avec une communauté, des idées et puis, voilà, avoir, des retours d'expérience. Et alors tu l'as créé, en quelle année ton blog? Je dirais que ça fait 8-9 ans que j'ai créé mon blog. Alors, j'ai pas vraiment créé mon blog, j'ai créé ma page Instagram et ensuite j'ai créé mon blog. Et comment tu as fait pour dépasser un peu la peur du jugement? Parce que c'est très difficile au début de se lancer, d'apparaître à la caméra. On a toujours peur, voilà, qu'on se dise,
que c'est débile. Enfin, c'est toujours dur au début quand on n'a pas beaucoup d'abonnés de faire les premiers posts. Comment toi t'as fait? Alors, j'ai déjà à l'époque, c'était je veux dire à l'époque, je parle comme une vieille, mais ça me semblait un peu plus simple parce qu'il y avait moins de contenu vidéo. Donc, je faisais pas de stories parce que les stories venaient tout juste d'arriver. Enfin, c'était pas encore indispensable de faire des stories. Je faisais juste des posts photos et c'était des posts photos un peu pas à pas tutoriels, où on voyait pas mon visage. Donc on va dire que ça m'a permis de passer la première peur. Et ensuite, j'ai eu de la chance, ça a pris assez rapidement et assez facilement, sur Instagram et je me suis retrouvée, tout de suite avec, plus d'abonnés et donc à ce moment-là, ça me dérangeait moins de faire des stories face caméra. Mais c'est vrai que les premières, je m'y suis reprise à 2-3 fois et c'est toujours, en effet, un moment difficile à passer. Et comment réagit ton entourage? Tout le monde t'a soutenu ou t'as eu un petit peu des critiques? Alors quand j'ai lancé juste le blog, il y avait aucun problème. Mes parents n'étaient pas effrayés puisqu'il n'était pas question encore de reconversion ni de changement professionnel. Mes sœurs n'avaient pas de problème, avec ça, non plus. Après, il arrive, je sais, que mes sœurs soient un petit peu gênées, sur certains de mes contenus ou autres. Enfin voilà, je préfère me détacher de ça et on parle rarement de mon travail, avec ma famille parce que je suis très proche. Et donc ils ont été un peu inquiets à ta reconversion? Ah bah, clairement oui. Mes parents, ont été très inquiets, bah, ils avaient peur pour moi financièrement, alors que moi je suis quelqu'un, d'assez, précautionneux donc on pourra y revenir plus tard, mais j'avais fait une rupture conventionnelle donc j'avais quand même, un petit peu, de quoi voir venir et je m'étais dit: «Si ça fonctionne pas, ben, je retournerai travailler». Mais leur préoccupation principale, c'était vraiment, l'argent, les finances. Et alors toi, ton compte a explosé pendant le Covid parce que tu donnes des cours de couture en direct. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as fait pour développer ta communauté? Parce qu'aujourd'hui, tu as 167 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Donc comment tu as fait et puis comment tu t'es dit: «Bon, bah, là, c'est le moment de devenir, créatrice de contenu à temps plein»? Alors, le déclic, ça a été que j'avais un désir d'enfant et que, je ne tombais pas enceinte à ce moment-là. J'étais, embauchée, dans un centre de lutte, contre le cancer à Dijon à ce moment-là. Voilà, je j'arrivais pas à tomber enceinte et en même temps, mon supérieur était vraiment très spécial, très particulier. Pour le coup, c'était un homme celui-là. C'est à peu près c'était le milieu le plus masculin dans lequel j'ai été et à ce moment-là, c'était, un petit peu compliqué pour moi parce que je m'épanouissais pas du tout dans mon travail. J'avais envie, voilà, je me sentais pas bien, d'aller au travail et j'avais envie d'avoir un enfant et puis ça n'arrivait pas et puis je me disais: «Je vais pas rester, éternellement dans ce métier qui me plaît pas, dans l'espoir d'avoir un congé maternité alors que si ça se trouve, bah, je peux pas avoir d'enfant et puis il faudrait que je fasse ma vie, comme ça sans enfant». Et donc j'avais dit à mon conjoint de l'époque, au papa d'Anatole, «Si jamais, je suis pas enceinte ce mois-ci, écoute, je rentre et je démissionne, j'en ai ras-le-bol». Je ne suis pas tombée enceinte ce mois-ci, j'ai démissionné, je suis tombée enceinte le mois d'après, forcément. Bah, oui, parce que souvent, c'est un petit peu aussi, j'ai l'impression que ça correspond aussi à quand tu es stressée, pas bien, bah, tu tombes pas enceinte et en fait, quand tu es, bien dans ta vie, bah, là, ça fonctionne tout de suite, quoi. Je pense vraiment que moi, le psychologique a dû jouer parce que c'est pas possible. Ça faisait, plus d'1 an et puis, d'un coup, j'ai démissionné et tous mes soucis se sont envolés. Je suis tombée enceinte. Enfin voilà, il y a quand même, je pense, une grande part de psychologique, là-dedans. Donc c'était un peu la panique quand je me suis retrouvée enceinte parce que je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» parce que je sais pas comment ça fonctionne. Enfin voilà, je connais le congé maternité quand on est, salarié, mais je sais pas comment ça se passe. Alors par chance, à l'époque, comme j'avais négocié une rupture conventionnelle pour mon départ de cette entreprise, j'avais le droit au chômage et donc quand on est au chômage, en fait, le congé mat, c'est assez simple, c'est exactement les mêmes droits qu'un salarié. Et alors, à ce moment-là, quand tu as démissionné, tu avais déjà des collaborations? Comment ça se passait un petit peu, l'évolution de ton compte Instagram? J'avais déjà un statut auto-entrepreneur depuis 1 an et demi. J'avais des petites collaborations. Alors, c'était pas vraiment des collaborations pour mettre des marques en avant sur mon compte Instagram. C'était plutôt, des collaborations avec des magazines pour imaginer des tutoriels. C'était, pour faire des tutoriels en marque blanche, c'est-à-dire, tu sais, en sous-marin, je n'apparaissais pas, en tant que telle, mais je créais des contenus et des photos, pour des marques. Je gagnais, clairement pas grand-chose, mais en même temps, j'avais pas énormément de temps, à y consacrer. Donc, je m'étais dit: «Si j'y ai plus de temps à y consacrer, je sais que les marques vont plus venir vers moi aussi», parce que j'étais obligée de refuser certaines collaborations. À l'époque, je m'étais posé la question de me mettre, à 50 et de me libérer du temps pour, mon blog
ou a démissionné. Et j'ai une de mes meilleures amies, qui est la marraine d'Anatole, qui est RH, qui m'a dit: «Non mais Valentine, il faut surtout pas, te mettre à 50% parce que tu es cadre. Donc en fait, tu vas avoir 50% de ta paye, mais tu auras peut-être 75% de ton travail. Et puis surtout, si jamais derrière tu te retrouves au chômage ou que tu demandes une rupture conventionnelle, ça va être basé sur ton salaire, de 50%. Donc c'est pas très judicieux. Il vaut mieux prendre le risque de tout quitter. De toute façon, tu as 2 ans pour voir si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, bah, tu prends un travail, plus conventionnel et traditionnel». Et je la remercie tous les jours pour ce conseil. Oui, c'est vrai parce que souvent on se dit: «Ah, je vais faire une transition en douceur, je vais prendre un temps partiel» et en fait, c'est pas du tout avantageux. Ben, ça dépend, je pense, les métiers, mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est pas forcément très avantageux, ouais. Et alors, comment tu as fait un peu pour, construire ta communauté, c'est surtout grâce au Covid, tu dirais? Alors, je pense que le Covid a clairement aidé parce que les gens s'ennuyaient et ont cherché à s'occuper et que je proposais pas mal d'activités, créatives avec des choses qu'on avait, chez soi. Mais je pense que ça s'est construit aussi un petit peu avant. J'ai eu la chance, au moment du Covid, en effet, d'avoir une taille de communauté déjà assez, conséquente. Je me rappelle plus exactement, mais je pense que j'avais déjà 10 000 abonnés, c'est sûr. Donc derrière, ça me rendait un peu plus visible pour les marques pour, obtenir de potentielles collaborations ou, bah, voilà, être visible, aussi pour de potentiels futurs followers. Et au moment du Covid, j'ai été contactée par un magazine de couture, pour animer des lives, et des cours de couture. Donc j'étais super contente et c'est vrai que ça a permis de décoller aussi à ce moment-là parce que beaucoup de personnes qui avaient une machine à coudre chez soi mais qui ne s'en servaient pas forcément ont décidé, de se remettre à la couture. Et en plus, le magazine offrait des patrons gratuits, toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on avait rendez-vous, je crois qu'il me semble que c'était le mercredi soir et puis, on faisait de la couture, tout ensemble. Super sympa. Et ça fait combien de temps que tu es, créatrice de contenu à temps plein? Ça fait, depuis la naissance, enfin, depuis que je suis tombée enceinte de mon fils qui a 5 ans, donc ça fait 6 ans que je suis, à temps plein, sur la création de contenu. Le temps de terminer ma grossesse et d'accoucher et il aura 5 ans dans 8 mois. Et alors justement, parce que c'est vrai que souvent, toi tu l'as fait un petit peu en avance, mais souvent le congé maternité, c'est un déclic pour changer de vie. On a beaucoup d'invités qui disent qu'à la naissance de leur enfant, elles se sont dit, «J'ai pas envie de retourner dans ce job que j'aime pas, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants», Bah, souvent c'est un gros moment un peu de chamboulement et de remise en question. Et c'est vrai qu'on se demande souvent, est-ce que c'est le bon moment de lancer sa boîte ou d'être à son compte? Comment toi tu as fait pour gérer justement, bah, en même temps, ta première maternité et puis le fait de, venir tout juste de se lancer à temps plein dans ton activité? Je dirais que ça a été assez facile et intuitif. J'ai de la chance, je n'aime pas trop être enceinte, mais par contre, j'ai beaucoup d'énergie en postpartum. Donc là, ça a été plutôt, chouette pour moi. C'est bien tombé, même si je ne le savais pas à l'avance. Et puis, en fait, je me suis retrouvée un petit peu devant le fait accompli. J'avais démissionné, donc j'allais pas revenir en arrière et puis, finalement, je reste. Et donc voilà, tout s'est enchaîné comme ça et je me suis dit: «Bah, de toute façon, j'ai 2 ans pour voir, donc on va tenter, on va voir». Je trouve que le plus difficile pour moi, mais je pense que c'était aussi lié à ma grossesse, ça a été la gestion de travailler à ne plus travailler. Parce que quand je travaillais, en fait, toute la journée, je réfléchissais au contenu que j'allais créer le soir parce qu'en fait, ça m'animait et ça me passionnait. Et le soir, j'arrivais, j'étais super efficace et puis je faisais ci, ça et finalement, j'arrivais à tout faire dans les temps. Alors que quand je me suis retrouvée d'un coup, sans travail, au quotidien, j'avais toujours autant d'idées, mais j'étais beaucoup moins efficace, en fait, puisque j'avais plus de temps et j'étais moins efficace. Quand tu as ta journée, du coup, peut-être tu stresses aussi avant de faire les vidéos, enfin tu réfléchis plus en fait. Voilà et puis tu repousses et puis tu vas étendre la lessive parce que tu te rends compte qu'elle est pas étendue et qu'elle est oubliée, enfin voilà, ce genre de choses et puis de toute façon, voilà, j'étais enceinte et je pense aussi que j'étais quand même un petit peu fatiguée donc les 2 ensemble, ont fait que ça a été un petit peu difficile cette transition. Après, à partir du moment où j'ai été maman, j'étais super contente de pouvoir être à mon compte pour, pouvoir faire les horaires que je souhaitais. Et alors comment tu organises aujourd'hui, ton activité? Alors là, je suis un peu en transition puisque je viens d'avoir un deuxième enfant, qui n'a pas encore commencé la crèche, qui commencera dans 2 semaines. Mais mon activité, j'essaye de la concentrer et j'essaye d'avoir du temps, disponible, en début de soirée, enfin fin de journée pour mes enfants. Donc Anatole va à l'école, je travaille pendant qu'il est à l'école. En général, j'essaie de les chercher pas trop tard et ça m'arrive très régulièrement de travailler de nouveau le soir. Sachant que pour moi, c'est du travail, passion. Quand je dis travailler, ça peut être faire de la broderie, faire du tricot ou faire de la peinture.
Donc je me permets de le faire, devant la télé avec mon conjoint ou, en parlant avec lui, donc ça reste, assez cool. C'est pas comme me remettre devant l'ordinateur. Après, des fois, c'est difficile aussi les tutos parce que, il te faut toujours une bonne lumière, que ça soit pris le jour, que tu sois en forme, donc c'est pas et puis aussi, bah, tu vois, bien, faut être bien présentable. Alors parfois, bah, justement, tu vas faire ton tricot, voilà, devant la télé en pyjama. Donc parfois, ça peut être compliqué aussi, je trouve, de trouver des moments pour, tourner des tutos. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Alors non, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à partir du moment où j'étais à mon compte parce que justement, je pouvais le faire en journée alors qu'autrement, quand c'était l'hiver, j'avais pas beaucoup de laps de temps pour, tourner des tutos et prendre des photos, j'avais uniquement les week-ends. Là, je le fais en journée, en fait, quand, il y a la lumière naturelle. C'est vrai que le soir, souvent, je m'avance sur des choses, je prépare tout, à différentes étapes, si tu veux, par exemple, je vais coudre une manche et l'autre, je la ferai le lendemain, quand il y aura de la lumière, tu vois? J'essaye de m'avancer un maximum pour que le lendemain, je sois le plus efficace possible. Et alors, comment tu t'organises aujourd'hui? Quelles sont tes fréquences de tutos? Parce que tu fais à la fois du contenu couture, mais aussi do it yourself. Tu fais pas mal aussi d'activités à destination des enfants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, voilà, ta récurrence, ta fréquence un peu de tutos, peut-être d'avant que tu aies ton bébé? Et puis aussi avec, quelle marque, tu collabores? Comment tu arrives à en vivre? Alors, je vais peut-être décevoir certaines, mais j'ai pas du tout de planning de collaboration. Au niveau j'ai pas du tout de planning de tutoriel ou autre, c'est un peu au feeling et en fonction de ce que j'ai envie de faire. Alors c'est vrai que c'est un peu, drivé par, les collaborations parce que je sais que j'accepte une collaboration pour tel jour ou pour tel jour. Donc on va dire que ça passe en priorité dans mon planning puisqu'il faut que ça soit vraiment prêt, vu que j'ai des engagements auprès de la marque. Si je poste un tuto en collaboration, en général, j'essaye de, pas poster 3 collaborations d'affilée, par exemple. J'essaie toujours de créer des contenus, gratuits, qui n'ont rien à voir avec des collaborations, entre. Je trouve ça plus sympa et d'ailleurs, souvent, quand j'ai des collaborations, là, par exemple, je suis en train de faire une collaboration, pour Oxybul, où c'est pour mettre en avant des jouets pour enfants, des jouets d'éveil. Je fais un tutoriel de caisse de rangement, peinte à la main, pour aller avec. J'aime pas, quand il y a zéro créativité dans mes collaborations et donc quelle que soit la collaboration, j'essaie toujours de rattacher ça à quelque chose de créatif. Et alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les marques avec lesquelles tu travailles? Et puis comment ça se passe? Est-ce que tu as, des briefs, très précis ou toi, c'est toi qui crée un peu le tuto que tu veux? Alors ça dépend énormément des marques. Par exemple, je travaille avec, Canon, donc qui sont les appareils photo, mais aussi les imprimantes. Moi, je travaille, sur la partie, imprimante, d'imaginer des tutoriels, des choses à faire avec, des impressions, chez soi. Pour Canon, ils vont me dire, qu'ils souhaitent un tutoriel, pour la fête des mères, par exemple et après c'est libre à moi de présenter, des idées. En général, j'essaie d'en présenter, 2-3 pour que le client puisse, se projeter et me dire, quelle est sa préférée. Parce que, bon, le but, c'est que je fasse quelque chose qui me plaît mais aussi, que ça leur convienne. Comme j'ai pas mal d'envie, de tutos à réaliser, en fait, j'arrive toujours à rattacher un tuto que j'ai envie de faire à une marque. J'ai une liste de tutoriels que j'ai envie de faire et puis, dès que j'en vois un qui peut coller avec une marque, j'essaye de le refourguer à la marque pour vraiment faire des choses qui me plaisent, quoi. Et comment tu arrives à avoir toujours, de nouvelles idées? Alors ça, je sais que mon conjoint, lui, il a du mal à comprendre, une des questions qu'il me disait au début, c'est: «Mais tu as pas peur de plus avoir d'idées à un moment donné?» Je lui dis: «Bah, non, franchement, ça, c'est un truc qui m'effraie pas du tout, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup trop d'idées pour pouvoir, toutes les faire et puis les idées évoluent avec le temps puisque, j'ai, une nouvelle petite fille, donc j'ai envie de faire des choses pour, un bébé, parce que la mode change, donc d'un coup, je vais avoir envie de serviettes festonnées alors que j'en aurais pas eu envie, il y a 3 ans. Enfin, je suis inspirée par, la mode et puis, la décoration d'intérieur, dès que je vois quelque chose sur Pinterest ou sur Instagram et aussi, beaucoup par les voyages. Dès que je voyage, en général, je reviens avec, pas mal d'idées. Et alors comment tu arrives à gagner ta vie? C'est surtout avec les collaborations ou tu arrives aussi à gagner, par exemple, sur YouTube avec les pubs? Comment tu organises un petit peu ta rémunération? Alors, c'est principalement des collaborations, sur Instagram qui me permettent de rémunérer, enfin qui me permettent de gagner ma vie. Après, j'ai aussi écrit, 2 livres, alors c'est un peu anecdotique parce que les livres, c'est pas ce qui rémunère, le plus, mais voilà, ça me permet aussi d'avoir des rentrées d'argent. J'ai fait un cours avec Domestika, donc ça m'a permis aussi de gagner de l'argent. Voilà, j'ai pas mal de petites sources de revenus, comme ça. J'ai aussi, YouTube comme tu le disais, mais ça c'est franchement anecdotique,
je dois gagner 150, ouais, 100-150 € par mois. Et étant donné que je fais monter mes vidéos par quelqu'un pour me libérer du temps, ben, en fait, c'est juste de l'argent que je réinvestis sur YouTube. Donc, c'est pas ce qui me permet de gagner ma vie. Donc, principalement des collaborations, en fait, en ce moment. Après, ça varie énormément d'une année sur l'autre. À partir de combien d'abonnés tu penses qu'on peut réussir à vivre, en étant créatrice de contenu do it yourself? En fait, je pense que ça dépend énormément. Il y a des personnes qui ont pas beaucoup d'abonnés et qui arrivent très bien à monétiser leur contenu, et des personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui, au contraire, n'ont pas beaucoup de collaborations. Je pense que c'est ultra variable. Moi, je sais qu'à partir de 10 000 abonnés, j'ai commencé à avoir plus de collaborations, à avoir plus de visibilité. On était moins nombreuses aussi à l'époque où je me suis lancée, donc peut-être qu'il en faudrait un peu plus maintenant, pour en vivre. Je pense que n'importe qui peut en vivre, il suffit d'y mettre, un peu de régularité. Et voilà, je veux pas avoir ce discours pour décourager les gens, parce que je pense que si on a envie de le faire, il faut se lancer, et qu'il y a aucune raison que ça ne marche pas si, on est, régulier et consistant, et qu'on souhaite le faire. Mais je pense qu'il faut peut-être un peu plus de 10 000 abonnés maintenant pour en vivre. À l'époque aussi, à 10 000 abonnés, tu sais, tu avais le swipe up avec les liens, et les marques étaient très intéressées par ça, et on ne les avait pas quand on avait moins de 10 000 abonnés. C'est pour ça que dans ma tête, j'ai encore cette barrière de 10 000 abonnés, mais je sais pas si elle est vraiment valable encore maintenant. Oui, parce que c'est la question que je voulais te poser aussi. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de créatrices de contenu un petit peu fatiguées par l'algorithme Instagram, la difficulté de toujours devoir poster beaucoup. Comment toi tu le vis un petit peu ça, tu vois, toutes les changements d'algorithme, et puis aussi un peu la concurrence, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui se sont lancées, y compris depuis le Covid. Alors, moi, je trouve que ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. L'algorithme, on n'y peut rien. On a toutes le même algorithme, et en fait, ça sert à rien d'être énervé. Il vaut mieux jouer avec plutôt que de se lamenter sur le fait que ça marche pas. Je te dis pas, hein, il y a parfois des moments où j'en ai marre parce qu'un super tutoriel que j'ai fait, sur lequel j'ai passé du temps, n'a aucune visibilité. Ça m'énerve, et ça m'énerve un petit peu. Mais malgré tout, on a toutes les mêmes règles du jeu, et il y en a pour qui ça fonctionne. Donc moi, quand ça fonctionne un peu moins bien pour moi, j'essaie de me remettre en question et de me dire: «Attends, mais pourquoi ça a pas fonctionné? Bon, OK, il faut que j'ai un titre accrocheur. Oh, ça m'énerve, j'aime pas ça, donc je vais pas le faire. Je vais essayer de trouver autre chose qui fonctionne». Mais voilà, au bout d'un moment, je regarde aussi les contenus qui ont fonctionné chez moi. J'essaie de l'imaginer différemment. En ce moment, je fais des séries de 5 patrons gratuits. J'ai fait pour le printemps, pour les chutes. Bah, je sais que je vais en faire pour l'été, parce que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps d'analyser son compte, de regarder ce qui fonctionne chez soi, de regarder ce qui fonctionne aussi chez les autres, plutôt que de se lamenter sur les algorithmes, parce que on a toutes le même algorithme. Et alors, quel serait ton plus grand rêve professionnel? Comment tu vois un peu la suite? Là, tu sais, je suis tellement dans les vibrons et les couches que je n'ai pas réfléchi à mon rêve professionnel. C'est bien, ça te fait reprendre un peu de hauteur. J'ai un cerveau de maman en ce moment, et donc je n'ai pas de rêve particulier, si ce n'est de pouvoir en vivre comme je le fais actuellement, encore pendant longtemps. Ça bouge énormément comme métier. Tu vois, les réels n'existaient pas il y a 3 ans. Peut-être que Instagram change aussi énormément parce qu'ils veulent copier un petit peu TikTok. Peut-être que ça va changer. Peut-être que l'influence va changer parce que les réseaux sociaux changent. Mais si je pouvais continuer à vivre de ma passion comme ça encore de nombreuses années, bah, ça serait le rêve ultime pour moi, parce que clairement, je suis épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai une chance inouïe de pouvoir travailler de chez moi, de faire des choses qui me passionnent, et puis de présenter en fait ce que je veux sur mon compte Instagram. C'est chez moi, quoi. Je fais ce que je veux, donc ça, c'est chouette. Oui, j'allais te dire, t'as jamais eu de moment où tu t'es dit, enfin, de regret de ta vie d'avant ou... Non, aucun. Si jamais il fallait travailler de nouveau, je le ferais, hein. Enfin, je resterais pas les bras croisés à pas gagner ma vie et à me lamenter. Surtout que dans le milieu des statistiques, comme c'est pas ultra attractif, je sais qu'ils chercheraient du travail. Enfin, je sais que je pourrais facilement retrouver du travail. Mais là, pour le coup, ce serait vraiment la loose pour moi. Je serais vraiment triste de retourner à faire des statistiques. Et non, j'ai aucun regret de ma vie d'avant. Et alors, tu dis que tu travailles avec un monteur. Comment tu t'organises? Est-ce que tu fais appel un peu à des freelances? Comment tu fais? Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de créer du contenu. Alors depuis peu, j'ai une agence. Ça, c'est ce qui a changé pour ma deuxième grossesse. Avant, je gérais tous mes contrats moi-même. Ça me prenait pas mal de temps. Et là, j'ai décidé de faire appel à une agence qui m'avait contactée. En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit que ça allait me prendre du temps. Enfin, j'avais l'expérience de la première grossesse qui, quand même, voilà,
enfin de premier enfant et on sait qu'on a un peu moins de temps disponible et je me suis dit: «Si je peux déjà, déléguer tout ce qui est négociation, contrat et autres, bah, ça sera déjà pas mal». Donc ça, c'est le gros changement que j'ai opéré en septembre et c'est, on va dire, la «freelance» entre guillemets que je prends. C'est pas une freelance puisqu'elle a son agence, mais on va dire, c'est une partie du travail que je délègue, depuis septembre. Et l'autre partie du travail que je délègue, ça depuis plus longtemps, c'est en effet les montages vidéo. Avant, je les faisais, tous moi-même, mais même si j'en suis capable, je ne suis pas très rapide pour les faire parce que ça me passionne pas, et puis j'ai sans doute pas, les bonnes pratiques. Enfin voilà, je fais pas des trucs ultra funky, je fais des choses basiques. Donc j'ai décidé de déléguer ça et je fais appel à je vais sur un site qui s'appelle Fiverr. Et en fait, tu as plein de freelances, en audiovisuel, en montage vidéo, aussi des graphistes. Enfin voilà, moi je pour l'instant, je fais appel uniquement à des monteurs vidéo parce que c'est le seul service dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Mais c'est une plateforme où on peut trouver plein de freelances ultra facilement. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a quand même énormément de travail derrière. Et alors, quel conseil tu donnerais peut-être pour arriver à avoir une communauté aussi grosse que la tienne et puis gagner des abonnés assez rapidement? Alors je pense que premier point, faut être régulier. C'est vrai que maintenant je publie peut-être 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais quand j'ai commencé, je publiais, presque tous les jours, hein, j'étais beaucoup plus régulière et puis, ce qui m'a permis de gagner pas mal d'abonnés, c'est de se faire, reposter, regrammer par des plus gros comptes. Par exemple, je me rappelle très bien, tu vois, d'un des premiers reposts que j'ai eu qui m'a permis de gagner du monde, c'était, par les Coupons de Saint-Pierre qui est, c'est des vendeurs de tissus, sur Paris, qui ont une grosse communauté. J'avais acheté un Vichy chez eux que j'avais, cousu, en robe. J'avais fait des jolies photos et ils avaient reposté mes photos en mentionnant, mon compte Instagram, bien évidemment. Et ça m'avait permis de gagner, pas mal d'abonnés et c'est la première fois que ça m'arrivait, donc j'étais super contente, je m'en rappelle encore. Et donc voilà, mon conseil, c'est de toujours mentionner les marques qu'on utilise, même si on n'est pas, rémunéré. D'ailleurs, actuellement, c'est ce que je fais, aussi, hein, même si je fais un tutoriel, je mentionne toutes les marques que j'utilise. Parce que, bah, si Leroy Merlin parle de moi en story, peut-être qu'il y a, 1 ou 2 personnes qui vont, découvrir mon compte. Donc c'est gagnant-gagnant. Eux, ils sont contents d'avoir du contenu à reposter et moi, ça peut potentiellement me faire connaître aussi. Après, j'ai vu aussi que dans le monde un peu des tutos, il y avait aussi ce problème où, parfois tu es reposté par des comptes et on te tag pas, on te crédite pas. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors là, j'hésite pas à envoyer un message salé, à la personne qui le fait. Je trouve que enfin, pour le coup, faut respecter un minimum le travail des autres et jamais je me permettrais de reposter quelque chose, enfin voilà, il y a aussi l'idée de l'inspiration parce que parfois quand on est dans le milieu créatif, il y a des personnes qui sont accusées de plagiat ou autre. J'ai jamais eu de gros problèmes comme ça, mais c'est vrai qu'on s'inspire tous du travail des autres, mais par contre, prendre la vidéo de quelqu'un, la reposter sans mentionner, je trouve que ça manque terriblement de classe. Oui, oui, ça se fait beaucoup, je trouve, encore plus pour les tutos, en fait. Ouais et beaucoup sur TikTok aussi, j'ai l'impression. Alors peut-être que mon feed TikTok est pourri, je sais pas, parce que j'ai du mal à aimer cette application, mais je vois plus ça sur TikTok que sur Insta, moi, mais Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? j'ai pas réfléchi à celui-là en amont. Ah oui. Moi, je dirais que le premier conseil qui m'a été très utile, c'était celui de mes amis de me lancer parce que en fait, sans eux, je n'aurais peut-être pas osé et j'en serais pas là, aujourd'hui et donc je les remercierai jamais assez, de m'avoir dit de me lancer et en effet, parfois, on a l'impression que c'est trop tard, comme je disais, ou qu'il y a déjà trop de monde ou autre, mais en fait, non, chaque personne est unique et apporte quelque chose de différent et si on est motivé assez et qu'on travaille assez pour, il y a aucune raison que ça marche pas pour nous. Alors après, c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui sous-estiment un peu la quantité de travail qu'il y a derrière la création de contenu et qui imaginent lancer un compte Instagram comme ça. En vrai, si on veut poster régulièrement, tous les jours et autres, ça demande quand même pas mal de travail. Mais c'est le plus beau travail qui m'ait été offert. Donc ça vaut le coup si vous aussi vous aimez la création et que vous voulez, en vivre. Et puis le deuxième conseil dans ce cas-là plus technique, c'est celui que la marraine d'Anatole m'a donné, le fait de démissionner plutôt que de se mettre à 50 parce qu'en fait, je pense que ça n'aurait pas fonctionné avec mon travail et ça aurait été quand même, assez compliqué. Oui, en tout cas, c'est un beau message parce que, c'est vrai qu'en fait, faut pas hésiter à se lancer parce que quand on est passionné, on va bien faire les choses et ça va fonctionner, peu importe s'il y a déjà, beaucoup de monde, en fait. Ah mais tout à fait. Là, je reste persuadée et
J'ai aussi certaines, copines, créatrices de contenu qui font, par exemple, que de la couture et qui osent pas se lancer dans, do it yourself ou autre. En fait, faut jamais se mettre de barrière parce que si on est motivé et passionné par quelque chose, je pense que ça finira forcément par se retranscrire sur les réseaux aussi et plaire. Et puis de toute façon, si ça plaît pas à certaines personnes aussi, bah, ils peuvent partir puisque, vaut mieux rester soi-même, je pense, que de se mettre dans un moule. Un grand merci Valentine, donc je mettrai tous tes réseaux pour les auditeurs pour qu'ils puissent te suivre. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'était une chouette discussion. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.